Professeur Marianne de Montalembert, bonjour. Bonjour. Vous êtes pédiatre, vous êtes spécialiste des maladies de l'hémoglobine à l'hôpital Necker à Paris. Et nous vous recevons car le 19 juin est la journée mondiale contre la drépanocytose, qui est une maladie qui est considérée par l'OMS comme une des 4 grandes maladies avec un enjeu en matière de santé publique mondiale, après le cancer, le sida et le paludisme. Et c'est une maladie assez mal connue. Qu'est-ce que la drépanocytose ? La drépanocytose est la conséquence d'une mutation génétique. Cette mutation génétique est apparue il y a plusieurs milliers d'années en Afrique et en Inde. Et en Afrique, elle conférait aux personnes qui étaient porteuses de la mutation un certain degré de résistance au paludisme. Les personnes qu'on dit AS, c'est-à-dire qui ont à la fois un gène de l'hémoglobine normale A et un gène de l'hémoglobine différent S, ont une certaine résistance contre le paludisme. Et les migrations de population, la déportation des esclaves au XVIIe siècle et les migrations de population économique ces dernières années ont fait que le trait drépanocytaire s'est largement répandu à travers le monde et qu'à l'heure actuelle, il y a des patients drépanocytaires, bien sûr, en Afrique subsaharienne. On pense qu'il y a 300 000 naissances par an d'enfants atteints de drépanocytose en Afrique subsaharienne. Il y a beaucoup de malades également donc en Inde, et puis au Moyen-Orient, au Proche-Orient, en Afrique du Nord. Et la migration de personnes à la recherche de travail a fait que c'est en Europe une maladie devenue non rare. Et si on prend tous les enfants nés par an en France, il y a 800 000 naissances à peu près par an en France. Il y a à peu près chaque année 400-410 enfants atteints de drépanocytose qui naissent. Alors c'est effectivement une maladie à la fois très fréquente, essentiellement aux Antilles, on l'a dit, mais aussi dans les grandes villes, les grandes cités où les gens peuvent trouver du travail, et notamment en région parisienne. Et en même temps, elle souffre d'un défaut de connaissance et on va dire de médiatisation évident, ce qui fait que si vous dites le mot, beaucoup de gens ignoreront ce que c'est que cette maladie, alors que finalement, vraisemblablement, s'ils vivent en région parisienne, ils croisent des personnes drépanocytaires très régulièrement sans le savoir. Donc c'est une maladie génétique et il faut que les 2 parents soient porteurs d'un gène muté pour que l'enfant soit malade. Oui, c'est le principe des maladies récessives. C'est comme, par exemple, la mucoviscidose. Il y a des gens parfaitement bien portants qui sont porteurs du trait et quand ils s'unissent, chacun de leurs enfants a un risque sur 4 d'avoir un enfant drépanocytaire homozygote. La question, justement, les gens sont parfaitement bien portants. Il y a certaines régions, par exemple en République démocratique du Congo, une personne sur 3 est porteuse du trait, mais ces gens n'en ont aucun symptôme et ils vont très bien. Donc soit vous allez le chercher, ce trait drépanocytaire, soit personne ne le saura. Et il est très banal que les gens découvrent qu'ils sont porteurs du trait drépanocytaire à l'occasion de la naissance de leur enfant malade. Et il n'y a pas à l'heure actuelle de politique de dépistage systématique chez les femmes enceintes, ce qui serait quand même important, parce qu'on pourrait proposer à ce moment-là une femme tout à fait en début de grossesse, où on pourrait proposer aux jeunes femmes de savoir si elles sont porteuses du trait, et à ce moment-là, elles pourraient demander à leur conjoint une étude de l'hémoglobine, et elles auraient le choix de faire ou de ne pas faire, en fonction de leurs souhaits, de leurs vœux, un diagnostic prénatal que l'on peut faire. Mais il n'y a pas de politique dans les maternités, dans la plupart des maternités, de recherche systématique du trait chez les femmes originaires de pays à risque. À l'heure actuelle, le diagnostic en France, c'est quand même chez les enfants essentiellement porté à la naissance. C'est-à-dire qu'un enfant né dans une maternité française, si ses parents sont originaires d'Asie, des Antilles, du bassin méditerranéen, du Proche-Orient, bien sûr d'Afrique subsaharienne, il va avoir un test de dépistage à la naissance. Il aura tous les tests de dépistage nécessaires, la phénylcétonurie, l'hypothyroïdie, qui sont les tests globaux. Et en plus, on rajoutera 2 gouttes de sang pour le dépistage de la drépanocytose, s'il est originaire d'un pays concerné. Et donc si l'enfant est malade, quels sont les symptômes de la maladie ? Il y a, je dirais, à peu près 10-15% de gens, mais qui sont totalement asymptomatiques. Vous ne les auriez pas dépistés, vous ne le sauriez pas. Et puis vous avez à peu près 20% de gens qui ont énormément de complications et une maladie très lourde. Et pour le milieu de la courbe de Gauss, 70% des enfants sont hospitalisés en moyenne 1 semaine par an.
Alors pourquoi est-ce qu'ils sont malades? Donc ces gens-là, quand ils sont exposés à un manque d'oxygène, leur hémoglobine, les molécules d'hémoglobine vont s'accrocher les unes aux autres. Donc on dit qu'elles polymérisent. En polymérisant, ça fait une sorte de gélification dans le globule rouge qui va peser du poids, qui va déformer le globule rouge, lui donnant une forme qu'on appelle en faucille, d'où la falciformation. Donc un globule rouge normal, c'est comme une cellule extrêmement déformable et souple qui va se faufiler dans des petits vaisseaux sanguins. S'il est falciformé, il ne se faufile plus du tout. S'il ne se faufile plus, il va y avoir plusieurs types de complications. Il ne va pas pouvoir faire son travail qui est d'apporter l'oxygène au tissu. Le tissu manque d'oxygène, il a mal. C'est la crise douloureuse qui est quand même le paradigme de la drépanocytose, c'est le symptôme majeur. Et outre la douleur, si le tissu ne reçoit pas son oxygène, il risque de s'infecter. Si le poumon s'infecte, ça fera une infection pulmonaire, etc. Et les infections sont dans le monde la première cause de décès. C'est-à-dire qu'en Afrique, où il n'y a pas forcément la totalité des antibiotiques disponibles, on peut mourir d'infection. En France, la cause de décès par infection, chez l'enfant, on peut dire qu'elle a été quasiment réduite à zéro, grâce à des stratégies dont on va parler tout à l'heure. Enfin, c'est un globule rouge qui est anormalement raide. Et étant raide, manquant de souplesse, il va se casser. Hémolyse, c'est l'hémolyse, casser le sang. Et à ce moment-là, les patients vont souffrir d'anémie. Donc la douleur, les infections et les anémies sont les manifestations classiques de la drépanocytose, auxquelles s'ajoutent des complications parce que ces globules rouges falciformés ont la possibilité de se coller les uns aux autres et de former une sorte de boue que j'aurais envie de comparer à une mêlée, quoi, comme au rugby, vous avez une boue, et dedans il va y avoir un amoncellement de globules rouges, mais aussi de globules blancs et aussi d'autres éléments du sang. Et là, il y a une occlusion vasculaire. L'occlusion vasculaire, si elle se fait dans un vaisseau du cerveau, rend l'enfant hémiplégique. C'est pratiquement 10% des enfants drépanocytaires, possiblement si on ne le prévient pas. Et puis si elle se fait dans le poumon, c'est ce qu'on appelle un infarctus pulmonaire. Et enfin, tous les organes peuvent être concernés par ces phénomènes d'infarctus. Dans le public, un infarctus concerne nécessairement l'infarctus du myocarde. En fait, un infarctus, c'est un mot générique pour dire occlusion vasculaire. Et la drépanocytose, elle est constituée par toutes ces occlusions vasculaires. Et puis au bout d'un certain temps, l'enfant... il guérit, enfin il va occlure, puis désocclure, et le sang va se libérer. Mais au bout d'un certain temps, ces phénomènes à répétition ont fini par abîmer son vaisseau sanguin. Ils l'ont abîmé et les vaisseaux sanguins abîmés, ils le restent abîmés. Et donc en fait, on va rentrer dans la maladie de l'adolescent et de l'adulte, qui d'une part va faire des manifestations aiguës, j'ai mal, puis j'ai plus mal, mais d'autre part va souffrir d'une détérioration de tous les organes, progressive, liée au fait que leurs vaisseaux sont abîmés, rétrécis, incapables de se dilater correctement et occupés par un remaniement de leurs parois intérieures qui rend la circulation des globules rouges encore plus difficile. Donc des coups de tonnerre dans l'enfance, mais avec des enfants dont on a l'impression qu'ils redeviennent normaux, et chez l'adulte, également des coups de tonnerre, mais survenant sur un fond de troubles chroniques de la circulation, qui vont aboutir pour certains à une insuffisance rénale, pour d'autres à une insuffisance respiratoire, pour d'autres, etc., et qui vont faire la morbidité et la mortalité à l'âge adulte. Et dans le cas des drépanocytaires, ce sont des antibiotiques qui sont pris en prévention? Absolument, et les enfants drépanocytaires prennent tous les jours un antibiotique qui est en fait une pénicilline orale. C'est parfois difficile à comprendre pour les parents, parce qu'il y a des enfants asymptomatiques qui doivent prendre matin et soir un antibiotique, donc ils voient à la télévision que les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ben si, pour nous, ils sont automatiques. Mais très souvent, pour eux, c'est une blessure de donner tous les jours à leur enfant un antibiotique. Ensuite, ils ont une éducation à boire beaucoup d'eau, à prendre certaines vitamines. Il y a un peu plus de vaccins chez les enfants drépanocytaires. Puis après, il y a une part d'éducation, éviter les facteurs déclenchants, par exemple éviter de prendre froid, boire de l'eau quand on est déshydraté, enfin des petites choses mais qui sont majeures en prévention. Et puis après, il y a des traitements de la douleur, il y a des stratégies d'antalgiques à posologie croissante et d'intensité croissante. Et puis après, il va y avoir des traitements plus spécifiques qui sont des traitements dont on dispose depuis une vingtaine d'années, comme par exemple ce qu'on appelle l'hydroxyurée, l'hydroxycarbamide, qui a été commercialisé pendant des années sous le nom d'Hydrea, qu'on utilise encore, ou sous le nom de Cyclos, et qui sont des molécules d'intensification du traitement
qu'on fait aux enfants qui sont les plus affectés. On parle de transfusion sanguine aussi, c'est quelque chose Alors, qui est fait fréquemment ou... Oui, tout à fait. On considère que 60%, 70% des enfants ont été transfusés avant l'âge de 18 ans. Alors pourquoi? Donc ces enfants vivent dans un état d'équilibre. On a parlé de l'hémolyse. Je casse mon globule rouge. Donc en pratique, avec ce globule rouge raide, il y a une hémolyse permanente qui est compensée par une fabrique de globules rouges de remplacement qu'on appelle les réticulocytes. Donc les enfants vivent avec un état d'équilibre, un taux variable. Il y a des enfants qui vont mettre leur équilibre à 8 grammes. En général, ils vont bien avec ce taux d'hémoglobine. Ça leur permet d'avoir une activité normale. Il y a des enfants qui placent leur taux d'équilibre plus bas. Et ceux-là sont souvent plus sévères. Mais quelquefois, vous allez pouvoir passer de votre 8 grammes de base, on appelle ce taux d'équilibre le taux de base, à une déglobulisation brutale. Il y a par exemple, on est dans une saison automne-été, un virus qui s'appelle le parvovirus B19. Vous le rencontrez, vous n'êtes pas alerté, vous ne pouvez pas le savoir, et vous pouvez avoir brutalement, presque en 24 heures, 2 grammes d'hémoglobine. Si vous n'êtes pas hyper réactif, c'est un danger vital. Donc il faut inventer des systèmes, et on a essayé de quadriller le territoire national pour que tout enfant qui a cette déglobulisation brutale puisse être transfusé de manière appropriée. Ça, c'est la transfusion pour une perte brutale du taux d'hémoglobine. Mais il y a beaucoup de circonstances qui font chuter le taux d'hémoglobine. Et puis, il arrive des enfants qui ont un dégât chronique. La paroi de leur vaisseau est altérée, ils ont en permanence besoin d'hématies déformables. Ceux-là, on va les soumettre à des transfusions mensuelles, qui sont des programmes lourds pour les parents souvent. Nous, on sait bien les gérer, c'est quelque chose qu'on connaît très bien. On en connaît parfaitement les modalités, les avantages, et les parents les trouvent lourds. Et donc vous parlez là de traitements qui ont l'air effectivement assez lourds. Comment ça se passe dans les pays dans les pays d'Afrique par exemple? C'est un vrai problème parce que dans les pays d'Afrique, pratiquement tous ont fait des progrès assez remarquables et peuvent offrir une transfusion en urgence. La transfusion en urgence, elle est salvatrice, mais beaucoup de pays ne peuvent pas pratiquer ce que nous on fait couramment, qui est la recherche d'agglutinine irrégulière, qui évite les anticorps antiglobules rouges. C'est quand même très fréquent que les pays ne puissent pas faire cette recherche de RAI, recherche d'agglutinine irrégulière. Puis ensuite, le risque d'infections transmissibles, comme le sida, a été pris de front par pratiquement tous les pays d'Afrique qui ont fait des travaux très remarquables, mais le risque d'attraper le sida, pour parler simplement, est 1000 fois plus important en Afrique qu'en Europe. En Europe, il est inférieur à 1 sur 1 million de transfusions. Il est même plutôt de l'ordre de 1 sur 3-4 millions de dons de sang, et il est 1000 fois plus important en Afrique. Sans parler du risque d'hépatite C ou d'hépatite B, qui est un vrai problème dans les transfusions africaines. Alors ça, c'est la transfusion d'urgence. Quant au programme de transfusion chronique, il est quasiment irréalisable en Afrique, pour la très grande majorité des pays. Et du côté des savoir-faire traditionnels, puisque c'est une maladie qui existe depuis très longtemps, est-ce qu'il y a des choses en Afrique qui se pratiquaient ou qui se pratiquent? Il y a des choses qui se pratiquaient et qui se pratiquent. Nous sommes très demandeurs de collaboration. On a maintenant, nous, des outils d'évaluation de l'efficacité des traitements qui ont fait leurs preuves. Entre une molécule mise en évidence et la preuve formelle de son efficacité, il y a pratiquement 10 ans de ce que je qualifierais de moulinette, avec des tests qui doivent être menés pour prouver l'efficacité de ces molécules. Alors nous sommes extrêmement demandeurs de collaboration nord-sud pour pouvoir documenter l'efficacité de molécules utilisées. Donc aujourd'hui, on ne guérit pas de la drépanocytose? Alors j'aurais quand même envie de dire si. On peut guérir de la drépanocytose par le biais d'une greffe de moelle. Mais elle pose beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est qu'à l'heure actuelle, nous utilisons des donneurs de moelle dans la fratrie, un frère ou une sœur HLA identique. Or, un patient drépanocytaire, il a 18% de probabilité, ça a été fait, de probabilité de trouver un frère ou une sœur HLA identique. Donc il y a beaucoup de chagrin pour beaucoup de parents qui sont extrêmement exténués par le poids de la maladie, qui rêveraient d'une greffe de moelle et qui n'en ont pas parce qu'il n'y a pas de donneur. Et puis, si je me permets encore sur la greffe de moelle, il y a
un risque immédiat qui est à l'heure actuelle extrêmement réduit par la connaissance et l'expertise des centres transplanteurs, mais qui n'était pas négligeable autrefois. Il y avait un risque vital immédiat. Et puis enfin, il y a un conditionnement. Et donc, il va y avoir les risques à long terme des techniques de chimiothérapie qui vont être utilisées pour détruire la moelle du receveur afin qu'il puisse accepter la moelle du donneur. Et ça, c'est des risques qui sont des risques à long terme dont il ne faut pas, auxquels on est obligé de penser. Alors, il y a deux possibilités de réflexion. Soit vous vous dites que la maladie drépanocytaire en elle-même est sévère, ce qui est un fait, même s'il y a des gens qui sont très épargnés par la maladie. Et on va essayer de multiplier le plus possible la réalisation des greffes de moelle, ce qui est de plus en plus la théorie, la réflexion à l'heure actuelle. Soit il y a beaucoup de personnes qui pensent la maladie, on sait la gérer par l'hydroxycarbamide, par la transfusion, et réservons la greffe de moelle aux gens qui vont vraiment très mal, ce qui est aussi une réflexion qui est très défendable et que beaucoup de personnes ont. Mais il y a une recherche très active. Pendant 50 ans, la drépanocytose, c'était ce que je vous ai raconté, l'hémoglobine différente, le globule rouge falciformé, il y avait une occlusion vasculaire. Et puis, notamment parce qu'on a eu une mise au point d'une souris drépanocytaire, on s'est rendu compte que d'autres intervenants existaient. Dans l'occlusion vasculaire, il y a des globules blancs. Ces globules blancs sont en nombre augmenté. Et ils sont activés. Donc, première piste de recherche, diminuer l'activation des globules blancs. Ensuite, dans la mêlée, il y a aussi des plaquettes. Ces plaquettes sont également en nombre augmenté et effectivement activées. Donc, deuxième piste de recherche, utiliser des anticoagulants et ou des antiagrégants plaquettaires. Enfin, je vous ai parlé de la maladie du vaisseau. La maladie du vaisseau conditionne la maladie de l'âge adulte. Donc là, il y a une recherche extrêmement active sur comment travailler sur le vaisseau et notamment sur l'affinité des cellules figurées du sang, globules rouges, globules blancs et plaquettes, avec le vaisseau, puisqu'en fait, ces cellules du sang ont tendance à rester scotchées sur la paroi. Et donc, il y a des recherches qui sont menées à l'hôpital Necker ? À Necker, on a une recherche, on a fait pas mal de travail sur l'hydroxycarbamide. Et sur le plan fondamental, on a une recherche assez active sur la vasculopathie drépanocytaire, la maladie qui rend les patients, qui risque de rendre les patients hémiplégiques. Et puis, on a surtout l'unité dirigée par le professeur Cabezana Calvo sur la thérapie génique. Parce que 18% des patients ont un donneur de moelle et les autres. Donc, la meilleure ressource, ce sera peut-être eux-mêmes. Et le professeur Marina Cabezana Calvo a fait des thérapies géniques avec succès dans des maladies cousines ou des maladies du sang ou des déficits immunitaires. Un premier patient thalassémique a bénéficié de cette thérapie et les patients drépanocytaires vont pouvoir bénéficier de cette thérapie en 2014, je pense. Quand vous dites les patients, c'est quelques patients qui vont démarrer des essais. C'est quelques cas exceptionnels de patients. Mais disons, vous avez absolument raison. Je crois que quand on a un enfant drépanocytaire, qu'on est malheureux et qu'on endure une maladie usante, il y a le succès majeur de l'hydroxycarbamide qu'on ne peut pas oublier. Ça, c'est le médicament donc C'est le médicament. Mais si ce médicament arrive au bout de ses possibilités, à ce moment-là, on va chercher un donneur de moelle. Et que s'il n'y a pas de donneur de moelle, la porte n'est pas fermée. Elle ne sera peut-être pas ouverte demain, elle sera ouverte plus tard par des outils comme la thérapie génique. Mais c'est vrai, il va y avoir très très peu de patients au démarrage. Vous êtes présidente du réseau de soins ville-hôpital Rosfed. De quoi s'agit-il ? Il y a une dizaine d'années, j'avais observé les très rares mais trop fréquents décès par drépanocytose en pédiatrie. Et je m'étais rendu compte que quasiment dans tous les cas, il y avait eu un problème qui aurait été évitable. Une maman qui n'avait pas pu emmener son enfant avoir les soins appropriés en urgence et qu'il fallait avoir une meilleure coordination des soins et qu'un enfant, où qu'il vive, puisse bénéficier des soins requis par son état de santé et que ça ne pouvait se faire que par une augmentation des connaissances sur la maladie par les médecins généralistes et par les centres hospitaliers de proximité. Et l'idée était les centres d'expertise
sont déjà, bien sûr, on aura toujours besoin d'argent, on aura toujours besoin de ressources, mais là j'ai voulu mettre l'accent sur les partenaires de soins pour un enfant donné. Donc l'idée était de faire une coordination des soins dès l'annonce du diagnostic et que chaque enfant ait une PMI formée. La PMI là, et c'est un outil génial de prise en charge des enfants, mais il fallait qu'ils aient une formation spécifique, ainsi que les médecins de ville, ainsi que les centres hospitaliers de proximité qui de fait font un travail tout à fait extraordinaire, mais ils pouvaient avoir besoin de banques de données, si j'ose dire, ou de coordination, ou d'un huilage des contacts avec le centre d'experts. Donc en fait, c'est la création de Rofset qui a été soutenue et qui est soutenue par l'ARS, qui donc a créé une équipe, enfin, qui m'a donné la responsabilité de créer une équipe où il y a des personnes temps plein. Et puis progressivement, on s'est rendu compte que l'outil aussi qui était déterminant, c'était que les patients prennent en charge leur maladie eux-mêmes. Et ça, c'est l'éducation thérapeutique. Et donc, on est un très grand centre de réflexion, non seulement sur la coordination des soins, mais aussi sur l'éducation thérapeutique. Professeur Myriam de Montalembert, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.